Bonjour, bienvenue sur la chaîne La Science c'est cool. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un groupe de jeunes professionnels qui ont créé une maison. Cette maison, elle a été créée dans le but d'aider des familles dans le besoin, notamment des familles qui ont perdu leur foyer après des catastrophes naturelles, par exemple un volcan ou d'un tsunami, etc. Donc cette maison est résistante aux intempéries, par exemple aux fortes chaleurs, à la pluie, au froid, mais aussi au vent. Elle est légère, pliable et aussi transportable par hélicoptère. Mais la plus grande spécificité de cette maison, c'est qu'elle est fabriquée entièrement en polymère. Je suis Philippe Beau et bienvenue dans Enquête innovante. Dans cette vidéo, nos experts vont d'abord parler de leurs premières idées qu'ils ont eues, notamment leur premier concept et comment ils sont passés à la maison en polymère. Ils seront ensuite plus en détail aux spécificités de la maison, par exemple les fondations, la pliabilité, mais aussi le transport de la maison qui est par hélicoptère, qui est une fonction vraiment intéressante. Nous verrons aussi comment nos professionnels ont imaginé à l'isolation, mais aussi à la plomberie dans cette petite maison en polymère. Nos professionnels feront après une estimation du prix global de la maison et si le projet est réalisable ou non. Mais sans plus attendre, rentrons dans le cœur du sujet. Notre ancien pilote, Jacob, va nous faire une présentation sur le projet. Pour faire un bon projet, il faut tout d'abord analyser ce qui existe sur le marché. Alors, il existe aujourd'hui deux types de maisons transportables. Tout d'abord, les tiny houses, ces petites maisons faites pour les bobos parisiens qui partent le week-end en Normandie voir la mer. Ce projet est assez complet, vendu très cher certes, mais le problème, c'est qu'elles sont peu ou pas transportables. Puis, il y a un autre projet développé par des start-upers in Grenoble City dans les Alpes. C'est l'éco-capsule, totalement autonome et pilotable à l'aide des énergies renouvelables. Ce projet est certes très intéressant, mais extrêmement coûteux. Nous avons développé notre propre technologie. Une technologie brevetée, basée sur la légèreté et la pliabilité de nos systèmes. Notre objectif est de pouvoir la déployer aux 4 coins du globe sur les 5 continents. Nous avons d'abord conçu notre cahier des charges en 3 parties. Pliabilité et légèreté, car le projet doit être transportable. Et puis aussi économique, parce qu'il est vendu à l'ONU ou aux divers organismes nationaux et intergouvernementaux pour intervenir sur les catastrophes naturelles aux 4 coins du globe. Avoir défini les besoins, venons-en au concret. Comment concrètement est-elle faite, de quoi et comment? L'idée principale était de créer des abris pour des personnes ayant besoin d'être secourues rapidement. En effet, beaucoup sont victimes de catastrophes naturelles ou d'inondations par exemple. Regardez à Rouen, il fait vraiment pas bon d'être là-bas pendant qu'il pleut. Ainsi, nous nous sommes tournés tout d'abord vers les tiny houses, de toutes petites maisons, plus ou moins élaborées, pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes. Mais nous avions besoin de quelque chose de simple à mettre en place, quelque chose pouvant résister aux aléas de la météo et pouvant protéger ses habitants de l'extérieur, tout en pouvant les fournir en eau potable. Nous nous sommes donc aussi inspirés des tentes de seconde Quechua qui se déplient très rapidement et nous avons décidé de créer des tiny houses dépliables très rapidement, tel un. Nous nous sommes mis au défi de réaliser une maison entièrement en polymère parce que les défis, on aime ça, et les polymères aussi. C'est bourré de qualité ces trucs-là, et c'est recyclable en plus. Bonjour. Notre maison a une forme de boîte d'hamburger de la marque McDonald's. Pour calculer la superficie totale des murs, du toit et du sol de la maison, j'ai dû utiliser un outil très puissant qui s'appelle le théorème de Pythagore. En effet, les murs de la maison sont en forme de trapèze, avec une superficie au sol de 320 cm sur 250 cm et une hauteur de 250 cm. La superficie totale des murs de la maison font 33,2 m². Évidemment, une maison, ce n'est pas que des murs. Il faut des fenêtres et une porte. La porte aura une superficie de 2,7 m², tandis que la fenêtre aura une superficie de 1,5 m². Nous mettrons même 2 fenêtres pour avoir le soleil un maximum de temps dans la journée. On obtient donc, après moult calculs, une superficie de mur de 27,472 m². C'est super, on a maintenant une idée plus globale de la maison. On va maintenant s'intéresser un peu plus en détail à l'intérieur de la casa. Tout de suite, Kevin, alias Keke, de Rouen, va nous présenter un peu les fondations de la maison. Il faut bien des murs pour être au sec. Mais comment c'est qu'on fait? Rapidement, on est arrivé au constat que les panneaux, ce sera la meilleure des idées. Ils vont être légers et résistants à différentes contraintes.
La chaleur, l'humidité et la pluie. Bon, c'est important. Il y a une boîte française qui s'appelle Equiton qui propose des panneaux dans une matière qui est connue. Ça s'appelle la fibre de ciment. Ouais, les professionnels connaissent. Bon, la fibre de ciment, c'est un matériau composite. Un matériau composite, c'est un mélange d'au moins deux mélanges d'origines différentes. Composite de quoi? Avant tout, il y a de la cellulose, de la fibre de ciment et des fibres polyester. Pour la fabrication, on mélange l'eau avec de la cellulose. On a une pâte assez légère et après, on rajoute le ciment comme liant. L'avantage de ce panneau, c'est qu'il est avant tout léger. Bah oui, on rajoute les cibres, on n'a pas un béton. Ensuite, il est résistant au feu. Aussi imperméable à l'eau, et ça c'est pratique. Et enfin, il est aussi résistant à de nombreux organismes, par exemple les bactéries. Nous, ce qu'on a voulu faire avec l'équipe, c'est avant tout de créer un nouveau polymère, un nouveau fibre de ciment. On l'a appelé fibre de ciment polymère. Bon, on garde le sable et l'eau, connus dans le fibre de ciment, et au lieu du ciment, on ajoute un nouveau polymère qu'on appelle la résine polymère. Pour le fabriquer, c'est facile, regardez là. En fait, on met un polymère, notre résine, ensuite on ajoute le catalyseur et on mélange avec du sable. On sèche le tout et on a notre premier ciment. Parmi toutes les formes de résine polymère à choisir, nous ce qu'on a choisi c'est l'époxy. Pas le polyester, mais ça rétrécit beaucoup lors du séchage, ce qui est une mauvaise caractéristique. Ensuite, il y avait aussi le PMMA qui était possible. Il y a une température d'éclair, point d'éclair, d'inflammabilité qui est de 11 degrés. Et donc on déployait notre maison dans les alentours de 50 degrés, impossible. Donc on est parti sur de la résine époxy. Nous on a choisi ça comme liant. Ça rétrécit en effet peu lors du séchage, ce qui est une bonne nouvelle. Ensuite, une bonne résistance aux produits chimiques. Notre résine pourra être enrichie en charge minérale. Charge minérale qui viendra encore décroître l'inflammabilité. Dernier point, je peux vous dire, c'est pas prêt de brûler cette chose-là. Avec l'équipe, on a vu un vrai avantage à remplacer la fibre de ciment par de la fibre ciment polymère, comme on l'a appelé. En effet, premièrement, c'est léger. Enfin, je crois. Les calculs, c'est pas trop mon truc. Je laisse mon collègue vous dire. Je crois. J'espère qu'il l'a fait, ce coup. Premier, la fibre de ciment, qui a une masse volumique de 1600 kg par mètre cube. Notre deuxième matériau, qui est la fibre de ciment polymère, a une masse volumique de 1040 kg par mètre cube. La prochaine ligne, c'est le calcul du volume total de nos murs. Ici, 27,472 mètres carrés, c'est la superficie de nos murs. Ici, c'est l'épaisseur de nos murs. On a pris 1 cm. Donc on a un volume total de 0,27 m3 de fibre ciment polymère qu'on va nommer ici X pour la suite des calculs. 1600 fois X, ça nous fait un poids total de 432 kg. Avec la fibre de ciment polymère, on fait exactement le même calcul, très compliqué à faire deux fois. On obtient 280,8 kg. Et enfin, l'avantage, c'est qu'il est durable. Notre matériau est imputrescible, ça veut dire qu'il résiste facilement aux bactéries et aux microbes et qu'il n'a pas besoin d'entretien. Bien sûr, les panneaux sont facilement extrudables, coupables et même pliables, ce qui va se révéler un véritable atout pour la suite. Je vous laisse. Vous vous demandez sûrement comment ça marche pour déplier la maison. On a pensé à un système de charnière comme ci-dessous. Au bout de chaque plaque, on a un petit appendice avec un cylindre creux. En mettant une barre entre les deux appendices, on va pouvoir créer une liaison pivot entre les deux murs. Voici la maison pliée. Ici, j'ai représenté que deux murs pour qu'on voit mieux. Avec à droite le mur du côté et en haut à gauche le mur long avec le plafond. On va commencer à déplier en tirant avec l'hélicoptère. On va pouvoir déplier le mur du côté. Ensuite, on lève toujours en tirant avec l'hélicoptère pour finalement finir la maison. Et vous vous demandez comment on bloque la liaison pivot. Moi, je vais vous le dire. Avec un système de pin-push. Vous vous rappelez les petits éléments avec lesquels on se pinçait les doigts quand on était petit? Toujours moi. C'est super, on a maintenant les fondations, mais aussi la pliabilité de la maison. Mais qu'en est-il du transport? Tout de suite, Jacob va nous parler de ses airbags et du moyen de locomotion, c'est-à-dire l'hélicoptère. Quand j'ai améri dans le lac d'Orient en 2009, j'ai été sauvé grâce au toboggan de mon avion. Boum! Et du coup, je me suis demandé comment on pouvait s'en servir pour les utiliser dans d'autres domaines. Et là, je me suis dit, bingo, j'ai l'idée. Tous les 5 ans, toutes les compagnies nationales doivent remplacer les toboggans parce qu'ils sont plus aux normes. Et dans ce cas-là, ils flottent toujours. Donc on pourrait les reprendre pour les mettre sous nos maisons pour que nos maisons flottent. Les toboggans des avions sont conçus en PVC recyclable. Cette matière est très légère, peu coûteuse car fabriquée en grande quantité partout dans le monde et est tout à fait facile à réparer en cas de déchirure. Le toboggan de l'avion pourrait être placé sous la maison
Et en cas de contact entre le capteur hydrostatique et l'eau, en cas d'inondation par exemple, le toboggan pourrait se déclencher. Boum! Et là, la maison pourrait flotter. Ces toboggans, par ailleurs, sont jetés tous les 5 ans par les compagnies aériennes, car ne rentrent plus dans les normes actuelles. Et ainsi, nous pourrions les recycler à moindre coût et leur donner une seconde vie. Mais maintenant, il faut se demander combien pèse cet ensemble airbag en polymère. Parlons maintenant de l'airbag de la maison. Et l'airbag, c'est sérieux. Notre airbag, qui provient d'un toboggan d'urgence utilisé dans les avions de ligne, fait 10 kg. Et pour être gonflé, a besoin de 1000 litres de CO2. Une cartouche utilisée pour gonfler des gilets de sauvetage de 10 litres contient 33 grammes de CO2 et a une enveloppe d'aluminium qui pèse 146 grammes. On a un poids total de 3,3 kg et une enveloppe totale d'aluminium de 14,6 kg. La masse totale de ce système fait donc 10 plus 3,3 plus 14,6, 28 kg. Maintenant qu'on sait à quoi ressemble la maison, comment elle se plie et surtout comment elle flotte sur l'eau en cas d'inondation, il faut se demander comment on le transporte jusqu'aux zones sinistrées suite à une catastrophe naturelle. Alors nous pourrions imaginer par exemple dans le cas d'inondation ou de tremblement de terre, un transport par hélicoptère, donc notamment des hélicoptères de l'armée ou de l'ONU. C'est des hélicoptères appelés Heavy qui peuvent transporter jusqu'à 12 tonnes de matériel sur un câble. Une fois la maison posée sur la zone précise, l'hélicoptère n'aura que à fixer un câble sur le toit de la maison, à exercer une force de traction et ainsi à déplier la maison. Dans tous les autres cas de catastrophe naturelle, la maison pourrait être simplement transportée par camion dans un semi-remorque pouvant contenir jusqu'à 20 maisons d'1,5 tonne. Malheureusement, nous n'avons pas trouvé d'alternative en polymère à l'alu des cartouches pour le déclenchement et le gonflement des toboggans, car la pression exercée sur la cartouche est très importante et bien trop supérieure à tout ce que peut encaisser les polymères économiques, légers et écologiques. Maintenant, je vais vous parler de l'isolation. Alors, on avait pensé à 2 techniques d'isolation. Premièrement, polystyrène. Tête de mort, c'est nocif pour l'homme, on ne veut pas ça. Deuxième technique, et c'est celle qu'on a choisie, c'est le chanvre. Le chanvre, c'est organique et en plus, ça a une bonne odeur. L'application nucléaire, numérique. Donc nous reprenons la superficie de notre bâtiment, nous prenons l'épaisseur 10 cm, ce qui nous donne 2,7472 m3 de chanvre, que l'on nommera Y pour faciliter les calculs ensuite. Y fois 340, la masse volumique du chanvre, cela nous donne 934 kg. Nous avons 934 kg de chanvre plus 280,8 kg de fibre en béton polymère. Afin de faire ce calcul, j'ai posé l'équation. 934 plus 280,8 avec la retenue, il ne faut pas l'oublier. Cela nous donne 1214,8 kg. Merci Doc. Le chanvre, une plante très cultivée dans la région de l'Aubre, permettrait une isolation parfaite. Nous la modéliserons comme des plaques d'environ 10 cm qui viendront se coller et se fixer directement à nos panneaux de fibres de ciment polymère évoqués précédemment. Et enfin, pour aller plus loin et pour réduire la chaleur, nous pourrons aussi opter pour une peinture plus blanche que blanche, quand même à me l'appeler ce groupe de chercheurs. Cette peinture reflètera la majorité des rayons des soleils du panneau extérieur et permettra de limiter cette chaleur à l'intérieur. Saviez-vous qu'il est possible de transformer l'eau de pluie en eau potable? Moi oui, et seulement avec des polymères en plus. Voilà comment on procède. Tout d'abord, l'eau de pluie descend dans la gouttière jusqu'à un orifice qui sera relié à un tuyau. Dans cet orifice, on trouvera 2 filtres. Un premier filtre en polyéthylène avec une capacité de filtration de 1000 micromètres, pouvant filtrer le plus gros, c'est-à-dire les feuilles, les insectes, les gros grains de sable. Et donc un deuxième filtre également en polyéthylène haute densité avec une capacité de filtration de 40 micromètres, pouvant filtrer le reste, c'est-à-dire les sédiments et les petits grains de sable. Pourquoi le choix du polyéthylène? Parce qu'il est résistant à la pression, au choc, à la corrosion et également aux grandes variations de température. Et également, on peut tout à fait le rendre résistant aux rayons UV grâce à un traitement spécialisé. Et enfin, c'est un matériau étanche et facile à nettoyer et très économique en plus. Ces mailles filtrantes sont des toiles de filtration double tissage
pour une plus grande résistance et une plus grande stabilité dimensionnelle. Ensuite, l'eau passe par un premier tuyau en PVC avec renforcement en polyester haute ténacité. Très résistant aux variations de température, ce tuyau possède une grande souplesse, une grande résistance, une résistance aux rayons anti-UV et est totalement transparent. Pourquoi le choix du PVC? Le PVC est résistant aux flammes, à l'usure, aux grandes variations de température. Il est très malléable et 100% recyclable. Et quel est l'intérêt de rajouter une maille en polyester pour apporter un renfort mécanique et une bonne stabilité dimensionnelle? L'eau arrive ensuite dans une cuve de récupération. La cuve est faite d'un tissu 100% polyester avec un enduit en PVC biface. La cuve a une capacité de 5 litres et je vous laisse avec mon collègue pour vous expliquer pourquoi ce choix de volume. Parlons maintenant de la plomberie. Notre maison aura un toit un peu arrondi pour récupérer toute l'eau de la pluie qui tombera. Donc on aura une superficie du toit de 8 mètres carrés. En France, en moyenne, lors d'un jour de pluie, nous avons 2 mm d'eau. 8 mètres carrés fois 2 mm, ici converti en mètres, donne 0,016 mètres cubes d'eau par jour, ce qui nous donne 16 litres d'eau par jour, de quoi substanter une famille pour la journée. Mais à ce stade-là, l'eau n'est pas encore potable. En effet, il reste encore des métaux, des microplastiques, des bactéries, des parasites et j'en passe. Il faut donc passer par un deuxième filtre. De cette façon, l'eau traverse un nouveau tuyau et arrive jusqu'à la membrane microfiltre LifeStraw. À l'intérieur de ces membranes, on retrouve des petites paillettes en polysulfone qui sont constituées de petits pores d'un diamètre de 2 micromètres qui vont filtrer la plupart des bactéries, des microplastiques, des parasites, etc. Mais il reste encore l'odeur et ensuite les métaux lourds à filtrer. Cette membrane élimine 99,99999% des bactéries, 99,999% des parasites, mais aussi 99,99% des microplastiques. Et pour finir, il élimine également le sable et le reste des impuretés. Mais il reste une dernière étape, celui du charbon actif. En effet, le charbon actif va permettre de filtrer le mauvais goût en réduisant le plomb, mais également les autres métaux lourds, la chlorine et les matériaux chimiques qui sont encore présents dans l'eau. Par exemple, les pesticides, les herbicides ou encore d'autres composés volatiles. La filtration sera effectuée par gravité car le système sera suspendu. Ainsi, il ne vous restera plus qu'à ouvrir le robinet relié au filtre pour pouvoir déguster cette eau délicieuse. Pour apporter ma contribution au projet, j'ai imaginé un kit de secours pour les réfugiés. Ce kit viendrait après que la maison soit totalement installée. Il serait composé d'un lit pliable, mais aussi de quelques sacs de couchage et d'un réchaud pour que nos réfugiés puissent manger. Il y aura aussi tout le kit pour la vaisselle et toute l'alimentation nécessaire pour les quelques semaines au début. Après la partie recherche et développement de notre maison, il faut s'intéresser à la partie commercialisation et avoir un prix le plus attractif possible pour être compétitif auprès des instances intergouvernementales telles que l'ONU. Pour que ça puisse être déployé partout, il faut à tout prix que notre produit soit compétitif d'un point de vue prix et aussi durable dans le temps. Nous avons tout d'abord fait le listing de toutes les parties de notre maison et du prix associé. Les panneaux coûtent 50 € du mètre carré. Nous avons environ 27 mètres carrés de panneaux sur l'ensemble de notre maison, ce qui nous fait un prix de revient de 1373 €. Puis pour l'isolation en chanvre, cela va coûter 532 €. Pour la partie airbag et système de déclenchement d'airbag, on a un pack total de 500 € pour le recyclage de notre matière et le reconditionnement, et le système de déclenchement avec les cartouches de CO2. Enfin, le transport coûte 5500 € de l'heure en hélicoptère. Il faut environ 1 heure pour déployer 8 maisons, soit 687 € par maison. De plus, le système de filtrage revient à 110 €, ce qui nous fait 3200 € pour la maison sans main d'œuvre. Maintenant, il faut environ 35 heures de travail pour construire et assembler notre maison et pour qu'elle soit clé en main, prête à l'emploi. Pour cela, c'est 13 € de l'heure, soit 455 €. Le coût total de notre maison revient donc à 3657 €, un prix tout à fait compétitif comparé à d'autres solutions existantes sur le marché. La partie économique, maintenant que nous savons le prix de notre maison, passons à un sujet au cœur de notre projet, l'écologie. 2 points au cœur de notre projet écologique.
la recyclabilité et la durée de vie des matériaux. En effet, notre maison a environ une durée de vie de 50 ans. Les panneaux ne céderont pas les premiers, mais le système de filtration devrait être changé tous les 10 ans. Concernant la recyclabilité, les airbags viennent de matériaux déjà recyclables, mais par contre, le système de filtration pourra entièrement l'être. Les panneaux sont dans le même cas. En effet, à base de cellulose et de ciment, nous pourrons aisément les utiliser pour d'autres applications dans le futur. Ces deux points sont au cœur de notre maison. Notre maison est aujourd'hui durable et recyclable. L'usage des polymères d'une façon innovante par nos professionnels ont permis de déployer une maison écologique, économique, mais aussi recyclable. Elle est aujourd'hui déployable partout dans des endroits très dangereux et ont permis de sauver la vie de beaucoup de réfugiés. L'équipe de m'avoir laissé les interviewer. J'en ai appris beaucoup sur leurs projets, mais aussi sur les catastrophes dans le monde. Il y a beaucoup besoin d'aide. L'équipe, maintenant en phase de commercialisation, ont signé un accord avec l'ONU pour déployer leur maison à travers tout le monde et sont en manque d'argent. Ils nécessitent donc des dons. Donc si vous ne savez pas quoi faire et que vous avez un peu d'argent de Noël, vous savez maintenant où le mettre. Merci d'avoir regardé La Science c'est cool. On se retrouve dans un prochain épisode de Enquête innovante.